Aujourd'hui, pirate informatique, il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est un business, un métier. Alors, non légitime, malicieux, malveillant, mais c'est quand même un métier avec un but derrière. Et on arrive, je dirais quasiment jamais, en tout cas ça m'est jamais arrivé, qu'il y ait un alignement sur quels sont les risques principaux. Et qu'est-ce qu'il faut protéger en premier. Et ça, il y a une notion que j'aime beaucoup, ça s'appelle la no blame culture, qui pour moi est clé. Mais ça doit venir de la direction. La direction doit dire aux collaborateurs, ça arrivera, dites-le. Et c'est pas grave. Faut pas avoir peur. Personne n'a peur d'appeler les pompiers ou la police si quelque chose arrive. La cyber, c'est la même chose. Il faut se faire aider et très vite. Les premières actions dans les premières heures, premières 24 heures, je dirais, sont clés. Expert en cybersécurité depuis près de 20 ans, Fabrice Guy est vice-président d'Elka Security, filiale du groupe Elka, qui compte plus de 2300 collaborateurs. Aujourd'hui, il nous parle de l'état réel de la menace cyber en Suisse, du danger du shadow AI en entreprise et de comment rendre la cybersécurité accessible aux PME. Bienvenue sur Alpacity, le réseau roman des spécialistes du numérique. Fabrice, bonjour. Bonjour Delphine. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Avant de parler de cybersécurité, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Bien sûr. Alors, Fabrice Guy, 45 ans, bientôt 46, marié, 2 enfants, des grands-enfants, 18 ans. Voilà. Alors, tu travailles dans la cybersécurité depuis plus de 20 ans, je dirais. Comment tu as été amené à faire de la cybersécurité ? Quel est un peu ton parcours ? Dis-nous un peu des anecdotes, s'il te plaît. Alors, à la base, je ne viens pas du tout de la cybersécurité. Je fais des études de génie rural qui ont été renommées depuis en sciences de l'environnement. Un peu plus sympa sur un CV, entre autres. Et puis après, 2 ans après avoir travaillé dans ce domaine-là, j'ai repris des études en informatique à l'école d'ingénieur en emploi. Et à la suite de ça, j'ai commencé à faire l'informatique, la gestion de projet, la gestion des tests, la qualité. Et à l'époque, la cyber, ça n'existait pas. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de cybersécurité, on ne parlait pas de sécurité informatique. Et puis un jour, l'endroit où je travaillais a décidé de monter un pilier, un département, une succursale, je dirais, liée à la cybersécurité. Et puis, vraiment par chance, il y a eu une sélection via une formation, un peu un jeu concours pour savoir qui pourrait participer à ça. Et vraiment par chance, je dirais, un alignement de planète. J'ai eu l'occasion de faire cette formation et ensuite de rentrer dans la cybersécurité. C'était dans le groupe Kudelski à l'époque. Ok, et ensuite, il me semble que quand on s'est parlé, qu'on a préparé l'entretien, et peut-être tu ne souhaites pas le dire, mais tu as quand même eu un début de carrière dans l'athlétisme. Oui, alors à l'époque, au tout début, initialement, mon but, c'était de faire les Jeux Olympiques en athlétisme. Ouais. Donc je m'entraînais beaucoup, je faisais du lancer du javelot. Ok. Une discipline un peu particulière que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait autant l'aspect force que technique et vitesse. Et puis, comme tout bon sportif de haut niveau, arrive une blessure à un moment donné. Et à ce moment-là, il y a un peu un changement de programme. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté mon métier dans l'environnement. Et puis, je me suis posé un peu de questions de qu'est-ce que je vais faire les 40 prochaines années avant d'arriver à la retraite. Et l'informatique me semblait intéressant et fun. Ouais, puis tu es dans un domaine de la cybersécurité qui a pris énormément d'ampleur. Effectivement. Du fait qu'on est tous connectés, en fait, de manière générale. On est tous connectés et ça a pris de l'ampleur aussi grâce aux médias et ce qui se passe, ce que les gens lisent. Aujourd'hui, la cyber fait réfléchir, fait peur aussi, ce qui est un peu malheureux. Alors, c'est intéressant pour les entreprises qui vendent des prestations de cybersécurité, mais in fine, c'est un domaine assez nouveau. Donc, les gens ne comprennent pas toujours, ne savent pas toujours ce qu'il y a derrière. Et puis pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça évolue tellement vite. J'ai souvent une analogie avec le sport, avec le dopage. En fait, la cybersécurité, pour contrer les personnes malveillantes, on court toujours après les personnes malveillantes et les technologies. Et c'est génial. À l'époque, il y a 20 ans, quand je gérais des équipes, je dis souvent cette anecdote, un de mes problèmes, entre guillemets, c'était de faire en sorte qu'ils travaillent 8 heures par jour, puis pas qu'ils aillent sur les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Mon problème aujourd'hui, c'est plus de s'assurer qu'à un moment donné, ils rentrent chez eux. C'est que des passionnés. Et ça, c'est fabuleux. Psychologiquement, intellectuellement parlant, c'est génial d'avoir des gens qui sont tous motivés et très pros. Et c'est nécessaire. Si on ne se tient pas à jour,
6 mois de sabbatique en cybersécurité, et on perd le train très vite. Du coup, tu les encourages à regarder YouTube? Je les encourage alors, il y a des bonnes chaînes sur YouTube pour se tenir à jour. Ce n'est pas le seul ou le meilleur média pour comprendre la cybersécurité. Mais par contre, je les encourage aussi à avoir des choses à côté. C'est quand même très prenant. Surtout certains aspects de la cybersécurité, c'est extrêmement prenant. Et puis, il faut pouvoir se libérer l'esprit quand on rentre le soir aussi, c'est important. Tiens, je me demandais, quand on travaille dans ces domaines-là, on échange par forum? Est-ce qu'en fait, il y a des réunions ou est-ce qu'il y a des... Comment on s'informe et puis on se tient... Comment on s'informe? Il y a plein de manières de s'informer. Il y a plein de médias sociaux, de sites web qui donnent de l'information sur ce qui se passe dans le monde et en Suisse, lié à la cybersécurité. C'est plutôt souvent lié aux attaques qui se sont passées et puis comment les réactions ont été faites. Après, il y a des regroupements, il y a des événements en Suisse où il y a des professionnels de la cybersécurité, mais pas que, qui se réunissent pour parler et échanger des problématiques, comme on fait aujourd'hui aussi. Et puis, il y a en général chaque domaine métier a un groupe sur un réseau social dans lequel ils échangent pour partager un peu de leurs problématiques, surtout dans le but d'éviter que ce qui arrive à une entreprise arrive à une autre. Voilà, et puis c'est assez géographiquement localisé, je dirais. Il y a un groupe sur Genève, sur certains domaines métiers, la finance par exemple, puis d'autres dans d'autres cantons. Ça se mélange pas trop. Alors, pas toujours. C'est aussi un problème au niveau suisse. Après, là, il y a des problèmes de langue, mais c'est vrai que c'est très difficile. C'est relativement difficile au niveau suisse d'avoir un partage de l'information, sachant la complexité du pays, petit pays, mais quand même relativement complexe, avec la centralisation au niveau de la confédération. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, nous, aujourd'hui, pour se dire, OK, si quelque chose arrive chez un de nos clients, ce serait intéressant que ça, pour le bien commun, lorsqu'on parle de SOC, je pense qu'on en parlera après, mais s'assurer que ça n'arrive pas à d'autres. On n'aura pas plaisir, nous, aujourd'hui, chez LK Security, à voir une entreprise qui ne travaille pas avec nous, mais se faire pirater. C'est absolument pas le but. Ouais, je comprends. Faut nourrir l'écosystème pour... faut nourrir, il faut partager. C'est donnant-donnant aussi. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est donnant-donnant. Je dis souvent, on a de la coopétition et pas de la compétition. On se parle avec les autres acteurs du marché et c'est sain. Au bout d'un moment, le but, c'est d'améliorer la maturité globale des entreprises suisses et ailleurs, quelles qu'elles soient, des petites jusqu'aux grandes. Si on ne se parle pas et si on ne partage pas l'information, ça va être très compliqué. Pour revenir un tout petit peu sur ton histoire, donc effectivement, LK et toi, donc tu as un petit peu une histoire particulière avec cette entreprise, puisque tu as rejoint LK 14 ans après y avoir été, je ne sais plus en quelle année. Est-ce que tu arrives à nous dire quelques mots là-dessus ? Effectivement, j'ai commencé ma deuxième carrière, donc après mes études en informatique, je suis arrivé chez LK directement. J'ai travaillé 2 ans à peu près là-bas, rien à voir avec la cybersécurité à l'époque. Et puis après, j'ai fait mon bout de chemin de vie dans d'autres entreprises. Et il y a maintenant 6 ans, bientôt 6 ans, je suis revenu chez LK pour fonder LK Security. Et c'est une entreprise que j'ai toujours suivie. C'est une entreprise qui a quand même passablement évolué. Ça est né en 1968. À la base, c'est électrocalcul, c'était pour l'informatique, je mets des guillemets autour, mais c'était quand même l'informatique en 1968, du barrage de la Grande Dixence. C'est une entreprise qui a toujours été très ancrée en Suisse, c'est quelque chose qui, moi, me touche et m'intéresse particulièrement. Et puis, c'est surtout une entreprise qui a une mixité d'activités et de profils qui est assez fabuleuse. C'est-à-dire qu'on a autant des gens qui sont comme LK Security professionnel de la cybersécurité, mais à côté, on a des gens qui font du cloud, il y a des gens qui font de la data, il y a des gens qui font de l'interface utilisateur, et on a accès à tous ces profils-là. Et ça, c'est assez fabuleux. C'est fabuleux pour moi, pour les collaborateurs qui ont des possibilités de passerelle très fortes. Il y a des gens chez LK, je pense qu'ils ont fait 6 carrières dans la même entreprise parce qu'ils ont changé de domaine d'activité, en plus en grandissant. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de 20 ans, 30 ans de boîte. C'est quand même quelque chose de bien. Et puis d'un autre côté, pour les clients, pour nous, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un de mes clients qui vient me poser une question liée ou peu liée à la cybersécurité, je peux m'appuyer sur tous les autres forces du groupe. Et puis aussi une chose que j'aime beaucoup, parce que je pense que c'est un élément clé aujourd'hui lorsqu'on parle de cybersécurité, c'est la verticalisation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de cyber, il faut connaître le métier de nos clients. Parce qu'on ne fait pas de la cyber de la même manière dans une institution financière privée à Genève que dans un secteur public en Suisse allemande. Et chez LK, on a des gens qui ont cette compréhension-là. On a des gens qui ont passé dans le médical. Lorsqu'on travaille avec le médical, on va comprendre quels sont les risques.
qu'est-ce qu'il faut couvrir, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener un service de meilleure qualité. Et ça, c'est un des éléments qui m'a fait revenir chez LK. Oui, parce que tu es revenu après avoir été dragué par une grande multinationale, que tu as fait un onboarding, un onboarding durant le Covid. assez étonnant. Ouais. Effectivement, j'ai commencé dans une société le 1er avril 2020, donc 2 semaines après le début du Covid. Une société qui était très conséquente, plus de 100 000 collaborateurs, mais je dirais pas totalement prête au work from home, en bon français, au télétravail. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai reçu un laptop par la poste, mon premier jour de travail non configuré. Je me suis retrouvé avec un ordinateur que je ne pouvais pas allumer, pas de point de contact, pas de numéro de téléphone. J'ai fait plusieurs jours à essayer de trouver quel était mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour enfin pouvoir discuter avec mes collaborateurs qui m'attendaient de pied ferme. Ouais, je n'ai pas fait très long là-bas. Donc LK, 2300 collaborateurs, si je comprends bien, j'ai pris ça sur les internets. Donc magnifique fleuron suisse. Vous êtes répartis comment dans la région? Est-ce que c'est assez centralisé sur la Suisse romande Non. On a des bureaux donc, à Genève, à Puy, à Berne, Bâle, Zurich et Rapperswil aussi. On fait quand même, au niveau du groupe, une bonne partie de nos activités en Suisse allemande aujourd'hui. Pas en matière de cybersécurité, c'est l'expansion actuelle. Et ça aussi, c'est assez fabuleux de pouvoir avoir des bureaux partout, de pouvoir aller voir les bureaux. En plus, on a des nouveaux bureaux à Puy depuis 2 ans qui sont vraiment très agréables. Ça, on aime bien. Et c'est aussi intéressant d'avoir cette mixitude au niveau des profils chez nous. J'ai des collaborateurs à Bâle, à Zurich, à Genève, à Puy, avec des approches différentes des problématiques. Et ça fait... Ça fait monter en puissance et puis ça génère des idées souvent très intéressantes. C'est une magnifique entreprise. On est vraiment heureux à Alba City de recevoir enfin un représentant d'LK. Nous aussi, heureux d'être là. Je voulais te parler d'LK Security que tu as développé en 2021 à peu près. 2021, oui. Je suis arrivé en 2020 chez LK avec l'idée déjà de spin-offer la cybersécurité. La cybersécurité, le groupe LK, en fait, depuis plus de 20 ans. Depuis les années 80. C'était pas de la cybersécurité comme on l'entend aujourd'hui, mais de la sécurité informatique, on le fait depuis très longtemps. L'idée, c'était de pouvoir avoir une liberté de mouvement peut-être un petit peu différente. Et puis, pour l'anecdote aussi, peut-être changer la couleur du logo d'LK, que j'adore, qui est rouge. Mais lorsqu'on fait de la cybersécurité pour protéger, le rouge était un petit peu agressif. Donc, on l'a passé en bleu. Et on a fondé LK Security en 2021. Ouais. Et quelles sont un peu les missions? Vous en faisiez déjà, mais tu as structuré ça pour que ça devienne un produit, une offre. On a structuré ça. Je ne suis pas le seul acteur. Aujourd'hui, on a 3 lignes d'activité principales. On a tout ce qui est service, activité de conseil et de projet pour nos clients. Ça va être des conseils stratégiques sur comment faire la cybersécurité, comment gérer les identités, comment faire aussi tout ce qui est pentest, test d'intrusion, toute une ribambelle de choses aussi, tout ce qui est préparation à la gestion d'incidents qui est un de mes dada. Ça, c'est le premier pilier d'activité qu'on appelle LK Security Services. Deuxième pilier, c'est notre société qu'on a fondée en 2022, qui s'appelle Centaurus, qui appartient à LK Security, qui est basée à Genève et à Zurich aussi, qui est notre SOC. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui il y en avait qui existait en Suisse, mais avec l'idée, c'était de monter quelque chose avec un fort ancrage suisse, avec de la vraie sécurité 24 heures sur 24. Cette entité, cette société, Centaurus, en fait, protège nos clients 24 heures sur 24. Mais pas seulement de la protection, comme on l'entend, détection, comme il pourrait y avoir dans un bâtiment des détecteurs de fumée, mais aussi de pouvoir aider de manière automatisée, proactive, et puis aussi avec des humains derrière qui sont 24 heures sur 24 dans leur bureau, à nos clients à réagir à un incident, quel qu'il soit. C'est un peu les pompiers de la cybersécurité, mais avec les pompiers chez soi directement. Ça, on a monté ça en 2022. Et puis le troisième plan, je dirais, ligne d'activité qu'on a, c'est tout ce qui est développement de nos propres produits et un peu R&D, sur lequel on a un produit qui existe depuis longtemps qui s'appelle Trust ID, une solution d'identité électronique. Okay. Et puis plus récemment, on a développé un produit qui s'appelle Pretorus, qui permet d'aider un peu le parent pauvre aujourd'hui. Je dirais des entreprises, la cybersécurité, c'est le segment de la PME.
Oui, je voulais absolument en parler dans ce podcast, peut-être maintenant ou plus tard, mais je trouvais que c'était une approche très intéressante. Parlons-en maintenant. Comment la PME, donc je dirais de 5 à 250 collaborateurs, peut se protéger avec les mêmes hauts standards d'Elka Security? Comment elle peut Aujourd'hui, c'est difficile parce que la PME, alors il y a des PME dans l'informatique, des startups, elles connaissent un petit peu, donc ça va. Mais lorsqu'on parle de la PME qui peut être la boulangerie du coin, déjà l'informatique, c'est souvent compliqué. Parfois, ils ont des prestataires externes, parfois pas. Lorsqu'on parle de cybersécurité, la première chose, c'est soit, de toute façon, on n'est pas à risque, ce qui est faux, ou alors ça va être compliqué et très cher et on ne sait pas faire. Et il y avait pas d'offre lorsqu'on a développé Pretorus, il y a maintenant bientôt 2 ans, qui était accessible pour elle. C'était soit des montants exorbitants avec une complexité folle, soit 2-3 choses qu'ils pouvaient voir sur des tutoriels sur YouTube, entre autres, comme tu l'as dit avant, qui sont fonctionnels ou pas trop. Donc l'ADN derrière Pretorus, c'était de se dire, OK, aujourd'hui on sert des multinationales et des grandes entreprises de la région pour toute la Suisse. Qu'est-ce qu'on fait pour ces entreprises qui pourraient être reformulé, reformaté pour de la PME. Et là derrière, je dirais, il y a 3 pans. Le premier pan, c'est tout ce qui est analyse des risques. Aujourd'hui, on va le faire avec des multinationales, c'est des engagements assez conséquents sur lesquels on va beaucoup en profondeur. La PME, elle n'a pas besoin de ça. La PME, elle a besoin de comprendre quels sont les 3, en bon français, quick wins qu'elle doit faire pour s'améliorer, pour monter son niveau de risque. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est tout ce qui est les aider à se protéger lors d'un incident. Donc aujourd'hui, on a Centaurus, qui est notre SOC, c'est un monitor des très grandes entreprises. L'idée, c'était de faire une version, je dirais, light de Centaurus, c'est pour ça qu'on appelait ça Pretorus d'ailleurs, qui permet aux clients d'être protégés de manière, autant de la détection, mais aussi de manière proactive. La PME, une PME de 250 collaborateurs, elle a un département informatique, mais la toute petite PME, elle a peut-être un antivirus, pas forcément, elle ne sait même peut-être pas ce que c'est. Et l'idée, c'était de leur fournir un produit qui permet de se protéger, de bloquer les attaques sur les postes de travail. Puis le troisième pan, c'est tout ce qui est les analyses de vulnérabilité. Donc savoir qu'est-ce qu'elle devrait boucher comme trou dans la raquette pour diminuer ce qu'on appelle la surface d'attaque. Et tous ces 3 éléments-là, on les a mis dans Pretorus, qui est un produit qui est déployable en un clic, c'est facile. Mais en plus de ça, on s'est dit, OK, aujourd'hui, si on parle le même langage et que le type d'information qui est remonté par le produit est du même niveau de complexité que ce qui est fait pour les multinationales, ça ne marchera pas. Donc l'idée et la problématique, c'était de prendre tout ça et puis de rajouter une couche de vulgarisation pour donner accès à de l'information de manière compréhensible, donc dans la langue de la personne, donc français, allemand, anglais ou autre, et puis surtout de vulgariser, puis de l'accompagner. Sur qu'est-ce qu'il faut faire. Tu ne parles pas à un professionnel de l'IT, tu parles vraiment à un professionnel de chaque métier. Oui, on va parler à l'informatique. Littéralement un cabinet médical, un patron des cabinets de physiothérapie, voilà, qui, c'est l'informatique, il faut que ça marche, c'est tout. Et puis la cybersécurité, ce qui est vrai, bien sûr, c'est le but, mais il faut que ce soit simple, c'est là. Et sur un budget qui soit assez contenu, surtout. J'aimerais bien venir sur le sujet des risques. Ouais. Je sais que tu fais une grosse différence, et il y en a une entre réagir à une attaque, donc comment on accompagne l'entreprise une fois que c'est arrivé, et puis aussi comment on anticipe les risques. Et puis tu as une technique qui est très intéressante, je trouve, pour l'alignement en fait, de ces risques. Effectivement, les risques, il y a toujours 2 parties. Enfin, lors d'une attaque, il y a toujours 2 parties. Il y a la partie réactive, donc c'est... pour schématiser, appeler le pompier pour qu'il vienne éteindre le feu dans la maison. Il y a la partie préparation, on doit savoir où sont les... Est-ce qu'on a des détecteurs de fumée? Est-ce qu'on sait par où il faut sortir d'un bâtiment? Ça, c'est un lieu commun, les gens savent ça. Pour la cybersécurité, c'est la même problématique. D'un côté, il faut être capable de détecter qu'un événement arrive. Et il y a pas seulement d'entreprises qui ont pas ces forces-là. Lorsqu'on parle de Centaurus, aujourd'hui, je pense qu'en Suisse, il doit y avoir, 5-10 entreprises qui ont les capacités de faire ça toutes seules, sans être accompagnées. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à mon sens. Mais après, c'est aussi très important de se préparer à tout ça. Et pour se préparer, il faut avoir les bonnes techniques pour réagir de la bonne manière. Et pour réagir de la bonne manière, pour se préparer, il faut aussi baisser le niveau de risque sur ce qui compte. Et la problématique que j'ai accompagné des multinationales à travers l'Europe, c'est d'identifier ce qui compte pour une entreprise. Aujourd'hui, il y a relativement
peu d'entreprises qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils doivent protéger en premier. Souvent, ce que je dis, mais on en avait parlé d'ailleurs, je leur fais faire un petit exercice. Je vais réunir tout l'executive committee, tous les gens qui ont un titre qui commence par C, autour d'une table. Je leur donne un petit bout de papier, en fait, chacun individuellement, un stylo. C'est un peu de marketing, c'est très bien. Puis je leur demande de lister les 3 risques cyber principaux qu'ils voient, et chacun individuellement, les 3 éléments les plus critiques qu'ils doivent protéger. Ça prend 5 minutes. Ils vont boire un café, je ramasse les copies comme le bon prof d'école. J'enseigne aussi à côté. Et puis, je fais le recoupement. Et on arrive, je dirais quasiment jamais, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé, qu'il y ait un alignement sur quels sont les risques principaux. Et qu'est-ce qu'il faut protéger en premier. La personne du légal va dire l'endroit où il y a les contrats. La personne des RH va dire l'élément qui permet de payer les salaires. Voilà, ainsi de suite. Et en fait, s'il n'y a pas cet alignement sur qu'est-ce qu'il faut protéger en premier et qu'est-ce qui est le plus à risque pour l'entreprise, au sein de l'entreprise et pas de son département, on ne va pas investir dans le bon sens et on ne va pas protéger ce qui compte. Donc ça, c'est vraiment la première pierre angulaire à faire, à mettre en place, et à tout type d'entreprise, qu'elle soit grande ou petite, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que le métier, le business, va pouvoir continuer d'exister si quelque chose arrive. Du coup, est-ce qu'il y en a quand même 3 qui ressortent dans la liste? Parce que j'imagine bien, c'est vrai que chacun doit avoir son idée à lui de ce qu'il souhaite, ce qui lui semble important, en tout cas dans son domaine. Mais pour une entreprise, j'imagine quand même qu'il y a des bases. Oui et non. Il y a souvent une fois qu'on fait ça, après, une fois qu'on a identifié les risques, on met en place des mesures d'accompagnement. Là, il y en a souvent des qui sont communes. Formation des collaborateurs et autres. Pour l'analyse des risques purs, c'est assez dépendant du métier. Parce que quand on parle de risques, il y a, je dirais, grosso modo, 3 grandes familles de risques. Les risques d'impact financier, les risques d'impact opérationnel et réputationnel. Et ça, voilà, typiquement, une banque, ça va être plutôt financier et réputationnel. Une marque de luxe, ça va être souvent très réputationnel. Une entreprise dans le manufacturing qui produit 24 heures sur 24 avec des lignes de production, ça va être l'opérationnel. Et avoir identifié ça, c'est déjà un élément clé. Et ensuite de ça, effectivement, il y a des mesures d'accompagnement qui sont assez souvent similaires. On voit souvent la formation des collaborateurs. Et par formation, il y a plein de manières de faire de la formation. On voit aussi souvent tout ce qui est moyens de détection. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'informatique, on pense aux ordinateurs qui sont fournis par le département informatique. Mais l'informatique, aujourd'hui, va beaucoup plus loin. Il y a tout ce qui est connecté. Aujourd'hui, on est face à des micros qui sont connectés. C'est aussi de l'informatique. On appelle ça le shadow IT, qui ne sont pas toujours protégés de la bonne manière. Ouais, souvent, on dit que ça vient des imprimantes ou on a vu ce truc les webcams, voilà, les imprimantes se sont fait pirater. Voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut protéger dans l'écosystème, lorsqu'on parle de cybersécurité, c'est pour ça qu'une des choses que je dis aussi souvent, c'est que la cybersécurité, c'est pas de l'IT. À mon sens, ne devrait pas être sous le département IT. C'est beaucoup plus large que ça. C'est la protection de la donnée, qui est un peu partout, et c'est la protection de tout ce qui pourrait ou devrait pouvoir se connecter ensemble. Donc il y a l'anecdote assez drôle, on dit les frigos connectés qui se parlent entre eux parce qu'ils parlent à la télé, parce que ce soir il y a un match de foot, il faut commander automatiquement des bières ou autre. C'est pas loin de la réalité. Aujourd'hui, on est tous accompagnés par la technologie, je dirais, globalement parlant. Et ça, clairement, dans les entreprises, c'est souvent pas géré par l'IT. La machine à café, le fait qu'elle puisse donner une alerte lorsqu'il n'y a plus de café, ça n'arrive pas souvent à l'IT. Mais c'est aussi des choses qu'il faut protéger. Et puis un petit peu cette image qu'on a du service IT qui est très... pas qui embête, mais en fait, les humains, j'ai l'impression qu'ils vont souvent dans une facilité et du coup, qui fuient peut-être certains départements où l'approche devrait être peut-être un petit peu différente ou pas. Oui, mais c'est vraiment aujourd'hui... je dirais que la majorité de tout ce qui est IT, corporate IT, est souvent connu déjà. Déjà, c'est connu. Déjà, c'est identifié que ça existe dans l'entreprise et protégé lorsqu'on parle de cybersécurité. Bien, pas bien, voilà. On peut faire un débat là-dessus, mais ça dépend. Par contre, le reste, très peu. Et lorsqu'on parle de domaine, typiquement de domaine d'énergie, avec lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, le département IT s'occupe de la bureautique. Il y a un autre département pour tout ce qui est ce qu'on appelle l'Operation Technology, l'OT. Parfois, ils ne se parlent pas entre eux. Et le risque pour une entreprise qui fait de l'énergie, ce n'est pas que sur les ordinateurs des collaborateurs, c'est sur la production de l'énergie. Il peut y avoir des risques systémiques, voilà, il peut y avoir des très gros risques. Il faut aussi le protéger et les manières de faire doivent être différentes.
Les risques sont différents, l'impact est différent, la manière d'agir pour nous et pour les professionnels de la cybersécurité doit être différente, et les actions sont différentes aussi, et les budgets potentiellement aussi différents. Ouais, justement, c'était une de mes questions sur la cybersécurité qui est souvent perçue par la direction comme un coût. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer ce regard ? Ça change gentiment. Je dirais que ça va pas seulement dépendre du vécu de l'entreprise ou de ce qui se passe autour. Aujourd'hui, il y a grosso modo deux, trois grands axes, types de profils de patrons d'entreprise. Il y a ceux qui ont une sensibilité pour l'informatique et la cyber et qui... J'ai compris, je pense que c'est le bon terme, que la cyber, c'est pas qu'un coût. C'est aussi un différenciateur business. Maintenant, pour certains appels d'offres, on est obligé de montrer un peu patte blanche en termes de cybersécurité. Donc, il y a ces gens-là qui savent qu'il faut faire et que ça a un coût. Voilà, ça a un coût, mais il y a aussi un retour sur investissement qui est important et fondamental. Après, il y a les patrons d'entreprise qui, aujourd'hui, se disent qu'ils ne sont pas des cibles et que rien ne peut leur arriver. Pour l'anecdote, ça m'est arrivé il y a quelques années, discuter avec un patron d'une entreprise. J'essayais de lui suggérer de faire l'acquisition de certains services de cybersécurité. Il m'a dit, Monsieur Guy, mais il ne m'arrivera jamais rien. Quelques jours après, il m'a appelé dans un autre état d'esprit et il lui arrivait quelque chose. Donc à ce moment-là, honnêtement, la discussion de budget était autre. C'était plus simple, je tenais plus le couteau par le manche que lui. Donc c'est la deuxième catégorie. Puis la troisième catégorie, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, et les médias aident aussi à ça, c'est des gens qui se disent « Ah oui, mais c'est arrivé à des entreprises proches de la mienne. Donc peut-être qu'il faut que je m'y penche. » Lorsqu'on parle de grandes entreprises, elles savent vers qui se tourner. Lorsqu'on parle de la PME, comme on parlait avant, souvent, ils sont très démunis. Ils ne vont pas aller chez Mediamarkt, pour ne pas le citer, pour acheter des produits de cybersécurité. D'un autre côté, parfois, ils vont se dire « Non, mais je ne vais pas aller approcher une multinationale comme LK, ou comme le groupe LK ou LK Security, parce qu'ils n'ont rien pour moi. » C'est aussi pour ça qu'on a monté Pretorus. C'était pour avoir ce segment de marché, et puis surtout pour aider les PME suisses. En Suisse, il y a 600 000 PME. C'est énorme, le tissu économique, c'est énorme. Je suis de la région du Gros-de-Vaud, j'ai ma région, il y a plein de petites entreprises. C'est très dommageable quand quelque chose arrive là-bas. Il n'y a pas si longtemps que ça, une entreprise que je connais bien a perdu son carnet d'adresse. Sur papier, c'est pas grave. Mais on arrive avant Noël, puis c'est dit, maman, toutes les cartes, j'ai acheté 10 fois, 9 fois, la 10e, c'est gratuite, j'ai perdu la traçabilité de ça. Il y a quand même un impact. Oui, complètement. Ça me fait penser quand justement on vient de se faire cyberattaquer, peu importe la taille, on peut appeler LK comme ça? Parce que tu me disais que le temps de réaction, ça jouait beaucoup dans ces clés. C'est clé, oui, bien sûr. Alors, on fait ça, on fournit ce genre de service. Sur notre site internet, il y a un bouton pour nous appeler, il y a le numéro de téléphone, on répond 24 heures sur 24. Il ne faut pas hésiter. Au pire des cas, soit on donne un conseil qui va aller très vite, soit on va vraiment pouvoir venir même sur place pour aider les clients. Il ne faut pas avoir peur. Personne n'a peur d'appeler les pompiers ou la police si quelque chose arrive. La cyber, c'est la même chose. Il faut se faire aider et très vite. Les premières actions dans les premières heures, premières 24 heures, je dirais, sont clés. Si on prend la mauvaise première action, une petite anecdote aussi par rapport à ça, ça peut être dramatique, ça va rallonger le problème. J'enseigne dans des écoles, j'aime bien donner 3 conférences, et souvent je pose la question, voilà, s'il y a une attaque sur un ordinateur, quelle est la première chose que vous faites ? Et les gens souvent répondent « je l'éteins ». Alors que non. Dis-nous les choses à faire. C'est pas la bonne première action. Est-ce qu'on paye les demandes de rançon? Alors ça faut peut-être faire un deuxième podcast là-dessus. Oui. J'ai pas mal d'anecdotes aussi. Non, mais voilà, avoir juste ces bonnes premières actions, c'est l'élément clé qui va faire que, de un, le risque est su, compris, et puis surtout, commencer à être maîtrisé très vite. Déconnecter du réseau. De la même manière que lorsque j'en accompagne des entreprises, il y a tout ce qui est formation des collaborateurs. La formation des collaborateurs, c'est forcément ne pas cliquer sur les emails malveillants. Ça, c'est clair. Voilà, c'est des ça choses devient de plus en plus dur. Ils sont tellement bien faits. Ça devient dur, ils sont bons. Mais aussi, il y a aussi quelque chose au niveau de la gouvernance et de l'état d'esprit de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des entreprises où les collaborateurs ne savent pas qu'ils ont le droit ou le devoir d'avertir le département informatique, le helpdesk ou qui que ce soit, lorsqu'il y a quelque chose qui trouve louche. Et même lorsqu'ils ont fait une, en guillemets, bêtise. Tout le monde le fait. Ça m'est déjà arrivé de cliquer sur des tentatives de phishing, même que c'est mon métier. Parce que, comme tu dis, c'est vraiment bien fait. Maintenant, ce qui est dommageable et dramatique, c'est les entreprises où les gens font cette mauvaise action, pas volontaire, bien entendu, mais ont peur, et vont fermer leur ordinateur, partir manger à midi en disant « j'espère que personne ne le saura ». Et ça, il y a une notion que j'aime beaucoup, ça s'appelle la no blame culture, qui pour moi est clé. Mais ça doit venir de la direction.
la direction doit dire aux collaborateurs, ça arrivera, dites-le. Et c'est pas grave. Vous n'allez pas perdre votre poste si vous avez cliqué sur un lien malveillant, parce que je te garantis que le patron a certainement déjà cliqué 12 fois ces dernières années. Qu'est-ce qu'on fait si on voit qu'on s'est fait attaquer? Je me dis, on ne ferme pas l'ordinateur. Alors, comment on doit dans réagir? l'idéal, on déconnecte des réseaux, donc on enlève les câbles Internet. réseau, on le coupe d'Internet, aussi du Wi-Fi, si c'est possible, et puis surtout, on le dit très vite. Et on ne part pas en courant au week-end en disant, j'espère que lundi, ça ira mieux. Ce qui arrive, on a des cas de figure comme ça, on arrive lundi, on dit, ça arrivait vendredi, puis le collaborateur est parti en week-end. Certainement pas passé un bon week-end de 1, et de 2, c'est dommageable pour la société. Donc on le dit. Mais surtout aussi, les entreprises doivent former leurs collaborateurs à ça, à ne pas cliquer, ou à tenter de détecter, même si maintenant c'est de plus en plus compliqué. Et puis, il y a certainement des procédures à l'interne. Il devrait y en avoir, en tout cas, sur qu'est-ce qui se passe sur les départements informatiques ou les départements de cybersécurité pour gérer ça de la bonne manière. Ou alors appeler des entreprises tierces comme LK Security. On se fera un plaisir d'accompagner nos clients. Tu réponds. Il y a l'aspect où on se fait attaquer, il y a l'erreur humaine, etc. Et il y a aussi beaucoup de... Tu en parlais tout à l'heure de Shadow IT. Ouais. Maintenant, on a de plus en plus de Shadow AI. Ouais. Ce qui est aussi peut-être de regarder ça de manière positive, dans le sens où ces outils sont ultra utiles. Donc, du coup, on peut peut-être les encadrer. Mais ça pose tout plein de questions dans l'entreprise, et notamment de sécurité, d'utiliser des outils gratuits où on copie-colle des informations de l'entreprise pour faire son travail plus rapidement. Oui, et au privé, c'est la même chose d'ailleurs. Mais l'AI, c'est le vrai buzzword de ces derniers mois ou années. C'est utile et ça va amplifier. Il va y en avoir de plus en plus, et aujourd'hui, il y en a à plein d'endroits, et il y en aura encore plus tard. Donc c'est un fait, il faut vivre avec. Et je dirais, l'AI, il faut savoir l'utiliser. C'est toujours la notion de conscience. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va donner à manger à l'AI? Qui le gère? Où vont les datas? Et puis surtout, parce que je le vois dans plein d'entreprises, on discute avec des collaborateurs au coin café, j'aime bien le coin café, on discute avec eux, moi j'utilise mon chat GPT, mais mon privé, parce que c'est plus facile. Puis la question, c'est souvent, mais est-ce que l'entreprise met quelque chose à disposition? La réponse est souvent, je ne sais pas. Donc, on peut blâmer ou non des collaborateurs pour utiliser du Shadow AI. L'entreprise doit communiquer, l'entreprise doit être prête à investir ou au moins à faire le pas de l'AI pour mettre à disposition des collaborateurs des solutions d'AI qui sont maîtrisées. Et puis ça, c'est la clé. Parce que, comme je dis, on va pas y couper. Enfin, l'AI est partout et sera encore plus partout dans le futur. Par contre, il faut le maîtriser. Comprendre quelles données on en fait, qu'est-ce qu'on en fait, pour quels besoins. C'est comme l'analyse de risque, c'est la même chose, c'est comprendre. C'est pas y aller à l'aveugle. Mais je pense que c'est vrai que les entreprises ont un rôle à jouer dans le sens où la mise à disposition d'outils qui sont compétitifs, en fait. Parce que si on a un collègue dans une autre entreprise concurrente qui fait son travail 4 fois plus vite, il y a une frustration aussi qui se crée. Alors, 4 fois, j'exagère, mais on a quand même des aides et soutiens quand on fait du traitement de l'information. Ces IA génératives sont quand même très utiles. Oui, et nous, on l'utilise. On a un département AI dédié. Beaucoup de clients maintenant sont en train de monter aussi des départements AI dédiés. Le risque aujourd'hui d'une entreprise, c'est de ne pas avoir pris conscience de l'importance de l'AI. Ouais. Parce que l'AI va être autant utilisé pour augmenter la productivité des collaborateurs, le business d'entreprise, mais aussi par les pirates informatiques qui sont aussi aidés par l'AI et qui deviennent plus efficaces. Tu parlais de phishing avant, la majorité des phishing maintenant c'est AI-based, et puis c'est aussi pour ça qu'ils sont si bien faits. Je pense que chaque entreprise devrait se poser la question ou se faire accompagner sur OK, est-ce que l'AI est utile pour mon business, oui ou non? Et si tel est le cas, qu'est-ce que je dois mettre en place pour soit rester compétitif ou alors éviter que les collaborateurs aillent vers du Shadow AI. Et après, au sein de l'entreprise, si on veut vraiment être... Il y a des possibilités de restreindre les accès à ces moyens. C'est compliqué parce que les gens ont ça au privé, sur leur téléphone privé. Mais il y a des choses à faire. Je pense que l'erreur, c'est de ne pas en parler. C'est comme plein d'autres domaines. Les téléphones mobiles, il y a 20 ans, maintenant, tout le monde parle des téléphones mobiles. On en a un, puis c'est devenu quelque chose de commun. C'est tout, puis c'est tout. Et je pense que les AI, dans 5 ans, on en fera moins des choux et des pâtés, moins des caisses comme on en fait aujourd'hui, parce que ça sera devenu quelque chose de commun.
Le problème, c'est ceux qui seront en retard. Comme la digitalisation. Hein. On prend des secteurs comme je sais pas, l'assurance ou d'autres secteurs. On voit que les assurances l'assurance pour pas les nommer, mais les secteurs qui ont digitalisé. Alors, c'est toujours le problème d'être early adopter ou pas. Si on fait trop vite, on essuie les plâtres et potentiellement ça coûte cher. Si on fait trop tard, on est un peu à la ramasse. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais il faut se poser la question. Et on peut faire de l'AI de manière saine aujourd'hui. C'est l'AI, c'est pas... Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi des gens qui se disent l'AI, c'est le mal absolu. Non. Si c'est maîtrisé et fait d'une manière propice ou utilisable pour l'entreprise, non. C'est quelque chose de bien. Maintenant, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Ouais, comme le cloud, comme d'autres choses. Voilà. Au début, tout le monde partait dans tous les sens aussi. Aujourd'hui, c'est devenu commun. Ouais, il faut laisser le temps aux technologies de s'intégrer de manière intelligente. Ouais, la problématique qu'elle a derrière, c'est que les humains, les personnes, vu que j'ai des enfants qui utilisent l'AI depuis longtemps, ils savent très bien l'utiliser, à mon grand dame, pour certaines choses qu'ils font faire à l'AI à la place de faire eux-mêmes. À partir du moment où on utilise ça au privé, on s'attend que l'entreprise soit au même niveau de compréhension ou propose des solutions similaires. Et c'est là où on arrive dans une situation où la personne se fait aider par de l'AI ou d'autres outils ou d'autres technologies à la maison. Et puis, elle devient frustrée parce qu'au travail, elle se dit « mais je pourrais faire mieux, mais je ne l'ai pas ». Donc voilà, c'est là il faut suivre la tendance. C'est vraiment égal au téléphone, au smartphone en fait. Vraiment, je trouve que le parallèle est bon. Il y a aussi l'IA permet de faire de plus en plus de deepfake. Et ça, tu parlais du phishing tout à l'heure. Là, on est carrément sur de l'usurpation d'identité ou imitation de la voix pour demander... Et je connais des dirigeants qui ont versé de l'argent sur... tellement c'était bien fait. Est-ce qu'il y a des règles d'or? Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu arrives à voir ou nous partager? Oui, il y en a déjà. Il faut comprendre c'est toujours intéressant de prendre un petit peu de recul et de se poser la question de se mettre dans le rôle de l'attaquant. Aujourd'hui, pirate informatique, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est un business, un métier. Alors, non légitime, malicieux, malveillant, mais c'est quand même un métier avec un but derrière. Et quand on fait du business, on a grosso modo deux manières de faire. Soit on tape à large échelle, soit on fait du très ciblé. Et le phishing, c'est la même chose. Soit ça va être des emails de phishing qui sont souvent pas forcément bien faits, mais qui vont adresser 200 000, 10 000 entreprises. Et le premier qui clique, ou les premières entreprises qui cliquent, le pirate informatique va continuer sur celle-là et abandonner les autres, d'où l'importance de la sensibilisation et des bonnes premières réactions aux gens, sont on ne pas cliquer. Soit alors, c'est quelque chose de ciblé. Et là, on parle dans du deepfake, de l'usurpation d'identité. Et là, il y a une volonté de nuire qui est peut-être autre que juste financière. Et là, ça devient compliqué. En général, les moyens qui sont engagés par les personnes malveillantes sont assez conséquents et surtout, ils ne s'arrêtent pas au premier mur qu'ils voient. Ce qui est important de comprendre là derrière, c'est qui vont cibler dans l'entreprise et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a une demande de devoir verser de l'argent. Souvent, il y a des notions d'urgence dans le mail. C'est important, c'est urgent. Et puis, il faut garder ça secret parce que c'est une transaction qui ne doit pas être dite. Ça doit résonner très vite comme étant quelque chose de... Ça peut être suspicieux. La bonne première réaction, c'est d'appeler le patron de la boîte. Est-ce que vraiment je dois faire cette transaction ou pas? C'est quelque chose d'assez simple. Après, les pirates informatiques, ils sont quand même renseignés. Ils se renseignent beaucoup. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont cibler des gens qui sont assez récents dans l'entreprise. Du coup, ils ne sont pas forcément toujours très bien connectés. Et puis, des gens qui auraient certains niveaux d'accès, soit pour faire des transactions, que ce soit des assistants de board ou autres, ou des gens de l'informatique qui arrivent depuis pas longtemps. Ils se renseignent. Oui, puis c'est vrai qu'ils jouent sur des cordes de la psychologie humaine qui est... C'est très psychologique, c'est la manipulation. Complètement. Le phishing, c'est de la manipulation. La même chose que maintenant, il y a des usurpations au téléphone, c'est de la manipulation. J'ai fait ça par le passé, d'essayer de pénétrer dans des entreprises. On était mandaté aussi pour faire tests de pénétration, mais physique, dans des bâtiments. Il y a des moyens de passer outre la sécurité à l'entrée d'un bâtiment. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu veux rentrer dans un bâtiment sur lequel tu n'as pas le badge, ça va être compliqué. Par contre, arriver là-bas chargé avec une échelle et 3 cartons, potentiellement, ils vont laisser ouvrir la porte ou en saignant entre guillemets du nez, il faut vite que j'aille, ils vont aussi ouvrir la porte.
Ou alors, à l'époque, ce qui se faisait beaucoup, peut-être maintenant moins, tant mieux, il y a moins de fumeurs dans la société, mais le local fumeur qui est toujours sur une porte derrière le bâtiment, puis pas devant, là-bas, j'ai vu des cas où des gens ont pu s'infiltrer dans des bâtiments parce qu'ils ont passé une semaine à fumer des cigarettes avec des gens au coin fumeur. Puis au bout d'un moment, ça devient presque des potes et puis on passe par la porte avec eux. Ah, j'ai oublié mon badge, mais j'ai oublié mon pas de badge, souci. ouais, mais de toute façon, on a parlé hier, on faisait des chèques ensemble, j'en sais rien. Puis voilà. Ça C'est de me la fait penser, manipulation. pardon, mais au bureau des légendes, il y a des exactement. infiltrations comme ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité physique, c'est vrai qu'il y a quand même peu d'entreprises où il y a un lien entre la sécurité physique et la sécurité logique. Et ça, c'est aussi un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybersécurité, il faut avoir des connaissances de la physique du bâtiment, de où sont les gens, quels sont les droits d'accès. C'est des choses, mais ça vient de plus en plus. Oui, et puis je pense aussi d'enlever ce sentiment de honte. Ouais. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, je ne sais plus qui disait ça, mais il faut vraiment le dire. J'ai aussi une anecdote. Il y a début de ma carrière dans la cybersécurité, j'ai vu quelqu'un dans les couloirs que je ne connaissais pas. Du coup, je lui ai demandé qui c'était et s'il avait son badge. Alors, c'était quelqu'un de la direction, très, très haut placé. Moi, je n'étais pas du tout haut placé à l'époque. Mais voilà, il ne s'est pas fâché. Au contraire, c'était une bonne réaction. Je pense que c'était sain de l'avoir fait. Ça aurait pu être quelqu'un qui n'avait rien à faire là. Mais voilà, c'est une chose qu'il faut faire. Dans les grandes multinationales avec 100 000 collaborateurs, c'est peut-être compliqué d'avoir tous les noms. Mais aujourd'hui, dans une PME, si quelqu'un rentre dans l'endroit où il y a le stock, tout le monde sait que ce n'est pas légitime. C'est là où c'est dans des entreprises de 2, 3, 400, 500 collaborateurs où on ne se connaît pas tous. C'est pas mal. Moi, je n'ai aucun souci si aujourd'hui quelqu'un me dit dans mes bureaux, parce qu'en plus, voilà, je n'ai pas forcément mon badge visible pour X raison, pour une raison ou une autre. Vous êtes qui? Voilà, c'est juste. Il faut faire ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça paraît bête, hein, mais il faut oser le faire. Et c'est ce que j'allais dire, tu sors aussi de ta zone de confort d'une certaine manière. Donc, non, c'est top, je suis entièrement d'accord. Il y avait un autre sujet que je voulais absolument parler avec toi, parce qu'en fait, on s'était rencontrés dans ce cadre-là sur la supply chain. Ouais. Parce qu'une fois qu'on est bien protégé, que personne ne peut rentrer, on ne peut pas vivre en autonomie. C'est difficile, ou difficilement. Du coup, on a toujours des partenaires, des relations avec les entreprises externes. Et ça, c'est vraiment un point faible dans la cybersécurité. Si tu peux nous dire quelques mots là-dessus, puis comment les pistes d'amélioration qu'on pourrait avoir. C'est vrai, aujourd'hui, les entreprises se protègent, donc comme on a dit, protègent leur informatique, commencent à penser au shadow IT. Par contre, dans les analyses de risque, lorsqu'on parle de risque, vraiment un risque stratégique sur l'entreprise, c'est rarement identifier les partenaires clés. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des attaques qui se font via des acteurs externes à l'entreprise, des partenaires qui ont potentiellement des accès dans les entreprises. Et ces partenaires-là se font attaquer. Ils sont souvent moins protégés, parce que souvent plus petits que l'entreprise mère ou la cible finale. Et on peut passer par là pour impacter d'une manière ou d'une autre l'entreprise finale. Je dirais, la première chose, c'est d'identifier les partenaires, ce qui n'est vraiment pas chose facile. Parce qu'on parle de partenaires, ça peut être des partenaires de toutes sortes, des gens qui ont des accès informatiques, mais aussi des gens qui ont des accès physiques, des gens qui vont fournir des morceaux, des bouts de code à l'entreprise ou fournir des éléments IT ou autres à l'entreprise. Déjà, avoir cette vue-là, ça, c'est clé. Ensuite, de quoi identifier celles qui sont critiques, de un, pour le business de l'entreprise. Donc, si ça s'arrête, mon entreprise s'arrête aussi, mais aussi celles qui ont pas forcément à juste titre, mais des accès très privilégiés dans l'entreprise. Là, on parle d'accès logique, informatique. Et ça, c'est un deuxième travail qui n'est pas simple. Et c'est rarement fait pour la simple et mauvaise raison qu'il n'y a pas forcément de rôle dans l'entreprise pour gérer ça. Il y a des fois des entreprises où il y a des partenaires managers, mais c'est des partenaires business. D'avoir la liste de tous les acteurs externes dans l'entreprise, c'est compliqué à faire. Il y a des outils qui permettent de faire ça, sur les accès logiques et autres. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir faire un peu de profilage sur ces entreprises. Laquelle est à risque? Qu'est-ce qui est arrivé sur ces entreprises-là? Nous, on fournit ce genre de service aussi, third party risk management ou supply chain risk management. Identifier ceux qui ont peut-être un niveau de sécurité plus bas. Identifier celles qui ont peut-être des accès trop privilégiés et surtout mettre des garde-fous pour éviter que si quelque chose arrive, ça pose problème. Alors, il y a des garde-fous informatiques avec des solutions et autres. Après, la chose la plus simple, c'est d'avoir des discussions avec elles. J'entends, si une entreprise a un de ses partenaires clés qui se fait pirater et puis qu'elle n'est pas mise au courant rapidement, moi, le niveau de partenariat, je ne le comprends pas vraiment.
Donc, d'avoir cette notion de communication, ça peut se faire au niveau de la contractualisation, de un, mais surtout au niveau des échanges et des discussions. Si quelque chose arrive, dites-moi, et je ferai la même chose dans l'autre sens. Et c'est pas une honte. Aujourd'hui, si une entreprise se fait pirater et puis qu'elle impacte tous ses acteurs externes, ça va vite se savoir et les suites de la relation risquent d'être un petit peu compliquées. Donc voilà, il faut communiquer. Moi, ça engendre aussi des coûts pour les partenaires. Enfin, quel est un petit peu est-ce que tu négocies avec des grands providers, par exemple IT? Oui. Tu peux dans les contrats, enfin, je veux dire, ce qui se fait sur le terrain, demander, est-ce que c'est... peut, après, est-ce que ces grands providers IT sont clés pour l'entreprise? Pas toujours. On va penser à des Microsoft ou autres qui sont relativement incontournables. Déjà, il y a des seules alternatives suisses, souveraines, qui existent. Et ça, il faut le mentionner, le dire. Et puis ensuite, est-ce que c'est vraiment ça qui fait tourner mon métier? Si on parle, je sais pas, un domaine comme l'horlogerie, est-ce que si Microsoft ne fonctionne plus, ça va être dramatique forcément, mais est-ce que c'est ça qui fait vraiment le nerf de la guerre plutôt qu'un petit producteur de l'entreprise qui fait les aiguilles pour les montres? Je sais pas. Donc aujourd'hui, on a comme je pense cette importance de regroupement par verticaux, c'est-à-dire que les acteurs qui partagent une supply chain commune doivent se parler. Déjà pour mutualiser les coûts, et puis diminuer le risque. Parce qu'effectivement, si on prend l'exemple où il y a, je sais pas, 2 ou 3 grandes entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires très colossal, mais qui dépendent d'une petite PME qui est spécialisée dans une pièce d'horlogerie, par exemple. La petite PME, forcément, j'imagine qu'elle ne va pas être très sécurisée, qu'elle n'aura pas forcément les moyens. Et si son seul axe d'amélioration, c'est d'avoir une pression très conséquente des géants qui sont autour, ça ne va pas forcément aller. Donc l'idée, c'est de regrouper ces gens-là. On a aussi quelques initiatives dans certains verticaux pour dire, voilà, mettez-vous ensemble. Et puis on peut faire en sorte d'identifier ensemble les partenaires clés et puis de les sécuriser. Et puis d'avoir aussi ces canaux de communication, comme on disait au début. Il faut se parler. Alors c'est toujours difficile de dire que quelque chose arrive. C'est toujours plus difficile de dire que quelque chose est arrivé il y a 2 semaines et que maintenant il y a un impact. Ouais, il faut se parler. Ça, c'est vrai que c'est un point qui revient souvent aussi dans l'écosystème. Ouais. C'est quelque chose qui est difficile quand même en Suisse aussi, dans certains domaines. Tu parlais de l'horlogerie, il y a une culture du secret qui est quand même assez présente. Comment, à ton avis, comment on casse la glace? Comment on parle? Est-ce que ça doit se faire de manière très discrète? Est-ce que c'est une question peut-être aussi de génération qui... C'est une bonne question. Je pense que par rapport à d'autres pays, il y a certains pays où lorsque quelque chose arrive à une entreprise, elle est obligée de le dire. J'allais dire sur la place publique, pas forcément, mais de le communiquer. En Suisse, si c'est lié à de la donnée privée, oui. S'il y a d'autres choses qui arrivent, pas forcément. On n'est pas très bien lotis par rapport à ça, par rapport à des pays qui sont vraiment pas loin. Déjà, la première chose. Il y a aussi cette impression d'aveu d'échec. Quelque chose m'arrive, c'est que j'ai pas fait quelque chose de bien. Alors oui, peut-être, mais au final, si un pirate informatique il veut faire quelque chose, au bout d'un moment, il va quand même y arriver. La question, c'est le temps. Donc, c'est pas un aveu d'échec. L'erreur, c'est de ne pas le communiquer. Après, ça doit venir des acteurs principaux dans un vertical, dire voilà, on se réunit, on se parle, on se met ensemble. C'est aussi bénéfique pour eux. J'entends aussi aujourd'hui, on parle de, je sais pas, n'importe quel domaine, le manufacturing ou le e-commerce. Je suis convaincu qu'ils se parlent lorsqu'il est question de business, de faire des discounts dans les supermarchés. À mon avis, à un moment donné, un alignement. Tu fais un discount là-dessus cette semaine, j'en fais un sur l'autre la semaine d'après. Donc, au niveau des départements informatiques et cyber, ça doit être la même chose. Se mettre d'accord sur identifier les personnes, puis potentiellement les accompagner parce qu'ils ont les moyens de le faire, financiers et humains, et au niveau des compétences. Donc, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Il y a 5 ans, le supply chain, on en parlait très peu. Là, cette année, on a eu la chance de faire la sécurité et de l'Eurovision à Bâle. J'ai passé quelques semaines ou mois de ma vie là-bas. L'élément clé, c'était tous les acteurs externes qui gravitaient autour de ça pour faire que le show fonctionne. Et eux, ils étaient hyper enclins à donner de l'information. Ouais, non, on ne veut pas que quelque chose arrive parce qu'on ne voudrait pas que le show soit mis à mal à cause de nous. Ce qui est logique. Et ce n'était pas une honte, au contraire, c'est venir nous aider. Il y a ça, il y a ça, oui, bonne idée, on va faire ça ensemble. Donc voilà, c'est cette notion comme tu disais, briser la glace, c'est pas forcément de la glace, c'est juste
oser dire. Et puis, par contre, ça ne va pas venir de la petite PME, d'aller voir la grande entreprise en disant j'aimerais qu'on parle de cybersécurité. Ça ne se fera pas dans ce sens-là. Non, voilà, il faut trouver aussi... c'est l'angle d'attaque. Exactement. Comme un peu une excuse pour pouvoir se parler. Si ça te va, j'aime bien terminer l'entretien avec des questions flash. Je vais appeler comme ça. Il faut des réponses flash aussi. Oui, exactement. On va essayer. Ça marche. Alors, la première, le plus risqué. Un employé qui clique sur un lien ou un patron qui refuse de lâcher son Mac perso non sécurisé. L'employé, parce qu'il y a plus d'employés dans une entreprise, je dirais. Plus grande surface. Plus grande surface d'attaque. Mais l'autre est pas mal aussi. Et très vrai. Le recrutement pour un bon expert en cyber, le diplôme ou l'éthique? Pour moi, l'éthique. Pour moi, l'éthique. Ça, c'est clé. Là, je ne vais pas faire une réponse flash, je vais faire une réponse plus longue. Surtout dans certains métiers, si on prend ceux qui font des ethical hackers, l'éthique, c'est clé. Et il y en a maintenant, mais il y a très peu de formation. Enfin, quelqu'un qui vient, qui me dit que je fais du pentest depuis 30 ans, il n'a pas eu un cursus scolaire lié à ça. Personnellement, je ne suis pas très attaché au niveau des diplômes. C'est plutôt l'humain derrière et la capacité d'apprentissage et l'envie. Pour la cyber, il faut être motivé. C'est un métier où il faut être motivé, il faut vouloir se tenir un jour. Et l'éthique, c'est clé. C'est une réponse très claire. Mais pas flash, pardon. C'est parfait, non, tu rigoles. Le cloud, stocker ses données chez soi ou chez les géants du cloud, où est la vraie sécurité? Déjà, la vraie sécurité, je ne suis pas sûr qu'il y ait de vraie sécurité. Réponse de Normand, ça dépend. Chez soi, si la maison brûle, on perd toutes ses datas. Est-ce qu'on sait sécuriser chez soi? Je ne pense pas. Est-ce que c'est sécurisé dans des géants du cloud? Pas forcément non plus. Il y a des alternatives suisses, encore une fois, qui, eux, ont des moyens de mettre en place des choses qui permettent de sécuriser bien. Et je dirais, la notion de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est clé. Et comprendre l'impact de ce qu'on... Petite anecdote, encore une fois, j'adore les gens qui postent des photos sur Instagram. Je suis en vacances au bord de la plage. C'est chouette. Par contre, quelqu'un de mal intentionné, il va se dire la maison est libre à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'information, qu'est-ce qu'on donne comme information à qui et qu'est-ce qu'il peut en faire. C'est avoir un peu cette prise de conscience. C'est vraiment basé sur l'analyse du risque. Mais personnellement, j'ai un peu des choses sur le cloud, j'ai un peu des choses à la maison et j'ai surtout de la redondance parce que si un pète, je ne veux pas être impacté. Oui, complètement. On retiendra de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et puis enfin, une ressource. Est-ce que tu aurais un livre, un podcast à nous conseiller pour qu'on puisse soit se prendre de passion pour la cybersécurité, pourquoi pas, ou si je suis un dirigeant, je gère une PME, est-ce qu'il y a des sources intéressantes à suivre? Il y en a plein, et il y a aussi tout et n'importe quoi. Pour les professionnels de la cybersécurité, ça, ils doivent le connaître. Il y a plein de feeds RSS qui permettent de se tenir à jour avec ce qui se passe. Souvent, ce que je pose comme question aux entretiens d'embauche, aux jeunes souvent qui viennent, qui ont des prétentions, qui sont ce qu'elles sont, je leur demande, OK, il s'est passé quoi dans le monde de la cyber ces 48 dernières heures? S'ils ne sont pas capables de répondre, ça me met une puce à l'oreille déjà. Après, pour le patron de la PME, il y a des fois il y a des regroupements de PME qui font souvent des séminaires par rapport à la cybersécurité. C'est pas compliqué. Les 10 bonnes premières réactions, les 10 trucs à faire, mot de passe et autres. Donc, il faut de l'interpersonnel. Un patron d'une PME, d'une boulangerie ou n'importe quoi, il ne va pas lire un bouquin sur la cyber. Il ne va même pas aller regarder une chaîne YouTube sur la cyber. Il ne va pas le faire. Par contre, échanger avec des gens pas forcément de ce secteur de métier, mais de sa taille d'entreprise. Je sais qu'il y a les banques qui organisent ça souvent, des réunions de ou les PME artisans ensemble, peut-être. ou sur les artisans, ou sur des verticaux, CVCI ou autres, pour ne pas les nommer. Ils font des événements comme ça sur lesquels il faut échanger. Ça c'est clé. Et livres, encore une fois, il y a plein de choses. Il y a des certifications qui sont faisables. Personnellement, je ne suis pas hyper fan des notions de certification parce que c'est aussi un joli business model derrière, parce qu'il faut les renouveler. Ça coûte relativement cher. J'en ai laissé, la majorité sont échues chez moi d'ailleurs. Plus d'intérêt à les maintenir, plus d'envie. Non, pour les professionnels, il faut être passionné et puis se renseigner. Pour les autres, il faut poser des questions. Ils peuvent écrire sur notre site web ou autre, contacter des gens sur LinkedIn. Comment faire? Est-ce qu'on peut parler 10 minutes? Des fois, ça suffit. Le patron d'une PME, en une demi-heure de discussion autour d'un café, on va sortir 3 idées qui vont faire en sorte que son risque va diminuer drastiquement.
Il n'y a pas forcément besoin de dépenser 3 millions pour être sécure. Il faut juste faire le premier pas. Mais je note et j'apprécie énormément que dans tout ce que tu nous as donné comme exemple, c'est vraiment toujours la relation humaine, discutée dans un monde digital très immatériel. Tu es vraiment dans le concret. C'est la clé, j'entends. Il faut la proximité déjà. J'ai un peu de mal avec les entreprises qui fournissent des services cybersécurité depuis je ne sais pas quel pays du monde sur des PME suisses. J'y crois absolument pas. Problème de la langue, problème de la proximité. Et puis, ça passe par un échange. Les premières choses qu'on fait avec nos clients, ce n'est pas forcément toujours déployer de la technologie. C'est comprendre leurs problématiques, les aider à cibler leurs problématiques et trouver les 2-3 bonnes premières choses à mettre en place qui peuvent être parfois juste un document à faire et à faire circuler. Ça peut déjà diminuer le risque. Pas forcément besoin de mettre toute une pile technologique partout. Oui, à un moment donné, il le faudra, mais ce n'est peut-être pas toujours la seule bonne première réaction. Puis la prise de conscience. Parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde est à risque. Et comme on dit souvent, si ça n'est pas arrivé aujourd'hui, ça arrivera un jour. Oui, donc il faut juste être capable de réagir de la bonne manière. Mais ce n'est pas dramatique de se faire pirater, ça arrive. Non, exactement. Et ça, c'est important de terminer là-dessus. Et j'espère que tout le monde nous entend et vraiment plus de honte autour de ça. Il n'y a pas de honte à avoir. Exactement. Fabrice, merci infiniment. Merci, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Et plaisir partagé. À bientôt.